La technologie avance si vite de nos jours qu'il est important de regarder en arrière pour se rappeler tout le chemin parcouru, de votre smartphone à votre télévision, jetant un œil aux technologies d'hier et d'aujourd'hui. Le stockage de données. On n'a pas toujours pu compter sur le numérique pour tout stocker. De nos photos à nos SMS, le stockage de données est né dans l'industrie textile au XVIIIe siècle. Les cartes perforées y étaient utilisées pour enregistrer des instructions pour les équipements mécaniques tels que les métiers à tisser jacquard. Des cartes en papier ont ensuite été utilisées pour saisir les données en perforant des trous à la main et les introduisant dans un lecteur de cartes, qui convertissait des séquences en informations numériques. Les trous percés sur chaque colonne représentaient des caractères numériques en code binaire, et des programmes entiers étaient enregistrés tant que la pile de cartes restait en ordre. Dans les années 60, cette méthode est devenue moins courante. Et en 1956, IBM a lancé le premier disque dur au monde. Le IBM 350 pesait plus d'une tonne et contenait 50 disques de stockage de 24 pouces d'une valeur totale de 3,75 mégaoctets. Il était loué à des entreprises des 3200 $ par mois, soit 30 260 $ maintenant. Une décennie plus tard, cette énorme machine est remplacée par une nouvelle ère de stockage de données, la disquette. Ces disques minces et flexibles sont arrivés en 71 au format 8 pouces. Et plus tard, 5,25 et 3,5. Ils étaient écrits et lus avec un lecteur de disquette. La disquette d'origine de 8 pouces avait une capacité de stockage d'environ 80 kilooctets. Il fallait donc environ 50 disquettes pour stocker une chanson de 4 minutes d'environ 4 mégaoctets. En 1986, IBM a créé la version 3,5 de 1,44 mégaoctets. Et 1999 a vu l'arrivée de l'impressionnante et super compacte carte mémoire SD de SanDisk, Matsushita et Toshiba. En 2000, les gens ont découvert pour la première fois la clé USB, capable de stocker 8 mégaoctets. Les clés USB peuvent maintenant avoir une capacité de centaines de gigas. Il existe même une micro USB plus petite que votre doigt et de l'épaisseur d'une aiguille pouvant contenir 1 téraoctet entier, soit 40 heures de vidéo 4K. Il faudrait 266 666 IBM 350 pour stocker ça. On compte maintenant sur les capacités numériques du cloud, introduit pour la première fois en 2007, qui contient environ 1 hexaoctet de données, soit plus d'1 milliard de gigas. La loi de Moore dit que les capacités et vitesses de stockage numérique doublent tous les 2 ans. Donc, le futur est prometteur. Les téléphones portables. Les smartphones sont devenus une nécessité. Mais l'histoire du mobile est étonnamment courte. En avril 1973, le chercheur de Motorola, Martin Cooper, passe le premier appel téléphonique et déclare que Motorola avait remporté la course à la technologie mobile. Son appareil avait un affichage texte sur une seule ligne. Il pesait 1,1 kg, mesurait 23 cm de long et n'avait un temps de conversation que de 30 minutes tout en prenant 10 heures pour se recharger. Le 21 septembre 1983, le premier mobile commercial, le Motorola Dynatac 8000X, est devenu disponible mais était encore loin d'atteindre le grand public. L'appareil a coûté 4 000 $, soit plus de 10 300 $ actuels. Il avait un temps d'appel de 20 minutes et une batterie pesant 4 à 5 fois plus que le téléphone seul. En 1992, le téléphone mobile n'était plus réservé à un usage professionnel, ni un symbole de statut. Le premier à tirer parti de cette transition a été Nokia 1011, qui a fait son apparition dans les magasins en 1992. Ce téléphone produit en série et vendu partout dans le monde pouvait contenir 99 numéros de téléphone et était l'ancêtre de l'emblématique Nokia 3310. Il avait des capacités SMS et a aidé l'entreprise à dominer le marché après ses débuts en 2000. C'est qu'en 2007 que Steve Jobs et ses collaborateurs ont transformé l'industrie avec l'iPhone première génération qui avait un écran de 3,5 pouces, autonomie de conversation de 8 heures et des nouvelles fonctionnalités. De nos jours, il existe plus de 150 fabricants de portables dans le monde. Apple reste un innovateur, avec ses téléphones portables actuels qui poussent chaque année, avec des stockages qui vont jusqu'à 1 Tera. La lecture. La lecture est une pratique historiquement valorisée. Elle peut améliorer notre vision du monde, traitement mental et éducation. Mais les choses ont beaucoup changé avec la digitalisation du monde. Il y a quelques années, prendre un livre et le lire était le seul moyen de procéder. À mesure que la technologie a envahi les foyers, la lecture a été transformée par les ordinateurs portables, smartphones, tablettes et surtout les liseuses électroniques.
En 1997, l'innovateur E-Ink a développé une technologie d'affichage papier électronique révolutionnaire qui permettait à un écran d'affichage numérique de refléter la lumière comme du papier ordinaire sans rétroéclairage. Ça n'a pas été adopté jusqu'à ce que le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos, lance le meilleur e-reader du monde en 2004. Et la course pour révolutionner la lecture était lancée. Sony a été le premier à utiliser la technologie e-Ink dans leur liseuse Libri et Sony Reader en 2004 et 2006. Mais le concept a vraiment décollé qu'après qu'Amazon lance le Kindle première génération en 2007. Cet appareil de lecture compact intégrait le e-Ink dans son affichage de 6 pouces et avait 250 mégaoctets de stockage interne, soit 200 livres, et tout le stock a été vendu en 5h30. En 2015, eMarketer estimait qu'il y avait environ 83,4 millions d'utilisateurs de e-reader aux États-Unis. En 2018, les livres électroniques représentaient 50% des revenus d'édition grand public aux US et Royaume-Uni. Le Kindle Paperwhite, résistant à l'eau d'Amazon, a un stockage minimum de 8 Go, soit environ 2000 livres. Vu que 1400 livres, pesant 450 grammes chacun, pèseraient autant qu'une demi-voiture moyenne. Le potentiel est énorme. Les ordinateurs. Sans l'informatique de base, les technologies modernes, comme les smartphones, n'existeraient pas. Mais la route pour en arriver là a été longue. En 1880, des machines à cartes perforées ont servi à calculer les résultats du recensement de la population américaine. Ça prenait avant plusieurs années à calculer à la main. Mais le vrai ancêtre de l'informatique moderne est le prototype du moteur d'analyse de Charles Babbage. S'il n'a jamais été vraiment opérationnel, ce moteur à vapeur a marqué la transition du calcul mécanique à l'informatique générale. Plus d'un siècle plus tard, en 1941, le premier ordinateur Z3 a été développé par le scientifique allemand Konrad Zuse, destiné à calculer l'aérodynamique des avions. Cette machine pesait 1 tonne, s'appuyait sur des bandes perforées pour le stockage des données et était capable que de fonctions mathématiques de base, avec une vitesse de traitement maximale de 5 à 10 Hz. Le premier ordinateur de bureau grand public, le Programma 101, a été dévoilé au public en 1964 au prix de 3200 $, soit 26 550,50 $ actuels. Cet appareil de 30 kg rendait l'informatique compacte et accessible, mais ne prenait en charge que des fonctions mathématiques de base. Il avait une mémoire minuscule de 240 octets et pouvait stocker qu'environ 0,006% d'une photo d'iPhone. L'ordinateur phare d'Apple, Apple I, qui ressemblait à une carte de circuit imprimée et pour lequel il fallait acheter un clavier et moniteur séparés, est arrivé en 1976 pour 666,66 $, ou 3013,54 $ actuels. Son espace de stockage était de 4 kilooctets et son unité centrale de traitement de 1 MHz 6502, soit 4400 fois moins de puissance de traitement que le plus récent des Apple Mac Pro avec 4,4 GHz. Ce dernier a un énorme espace de stockage de 1,5 Teraoctets. 18 750 000 disquettes de 8 pouces. Mais le Mac Pro est loin d'être l'ordinateur le plus impressionnant au monde. L'OLC F Summit d'IBM est le supercalculateur le plus puissant au monde. Il a une capacité de stockage de 250 pétaoctets, soit 250 000 Tera ou 250 millions de gigas. Et est si rapide qu'il est mesuré en opérations en virgule flottante par seconde, en flops. Il peut atteindre un pic de 200 pétaflops. Il est aussi le premier supercalculateur à atteindre l'hexahop lors de l'analyse génomique, en traitant 1 quintillion d'opérations par seconde. Les ordinateurs portables. Alors que les ordinateurs faisaient leur entrée dans les bureaux, les pionniers de l'industrie se sont concentrés sur le compactage des capacités informatiques en quelque chose de plus pratique. Le premier ordinateur portable, le Osborne One, a été créé par le designer Adam Osborne en 1981. Il avait à peu près la taille d'une machine à coudre portable et pesait environ 11 kg. L'appareil révolutionnaire à emporter avait un écran de 5 pouces, 2 lecteurs de disquettes de 5,4 pouces, un modeste processeur 4 MHz et coûtait 1795 $, soit 5080 actuels. En 1986, IBM a annoncé le premier véritable ordinateur portable, le PC convertible à 2000 $, ou 4700 $. Il avait un stockage de 256 kilooctets et un processeur de 4,77 MHz légèrement amélioré, mais qui pourrait aussi fonctionner sur batterie.
Apple est entré sur le marché des ordinateurs portables avec le premier Macintosh portable en 1989, doté d'un disque dur de 40 mégaoctets et d'un processeur de 16 MHz. Mais il est considéré comme l'un de leurs pires produits à ce jour. Non seulement il pesait 7,3 kg, soit 1,3 kg de plus que le PC convertible d'IBM, ou 5 fois un MacBook Air moderne, mais en plus, il était vendu au prix élevé de 7 300 $, soit 13 500 $, et pouvait à peine stocker quelques photos de 6 mégaoctets chacune. Heureusement, le Macintosh PowerBook 100 de 1991 s'en est beaucoup mieux tiré avec son processeur à 16 MHz, disque dur de 40 mégaoctets et cadre plus léger de 2,3 kg. Mais rien à voir avec la technologie moderne. Le MacBook Pro de 2019 de 16 pouces au prix de 2 399 $ a jusqu'à 8 Teraoctets de capacité de stockage, soit 100 000 fois plus que le premier ordinateur portable Apple. Et a un processeur à 8 cœurs de 2,4 GHz. Il est donc 240 fois plus puissant que le Macintosh PowerBook 100 d'origine. Les calculatrices. Si vous avez besoin de résoudre quelque chose aujourd'hui, vous attraperez sûrement votre smartphone. Mais avant, il fallait de grosses machines pour effectuer même les calculs les plus élémentaires. En 1820, une machine mécanique désormais considérée comme la première calculatrice moderne, l'arithmomètre, a été brevetée par Thomas de Colmar, avant d'être fabriquée entre 1851 et 1915. Pour utiliser cet appareil de la taille d'un ordinateur de bureau, vous deviez juste sélectionner la fonction mathématique souhaitée sur le levier d'inversion, définir vos nombres à l'aide de curseurs avec des échelles de 0 à 9, puis utiliser la manivelle qui affichait les résultats dans les fenêtres de total en haut. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une puissance de calcul plus complexe était nécessaire pour la précision militaire et une machine plus grande a été construite dans ce but. L'Electronic Numerical Integrator and Computer, ou ENIAC, a été le premier ordinateur de calcul général. Il a été construit en 1946 par des étudiants de l'Université de Pennsylvanie pour 487 000 $, soit 6 millions actuels. Il pouvait résoudre une plus grande classe de problèmes numériques et était 1000 fois plus rapide que les ordinateurs électromécaniques. Mais il y avait des couacs. ENIAC avait besoin de plus de 17 000 tubes à vide, 70 000 résistances et 10 000 condensateurs et pesait 30 tonnes, remplissant une pièce entière de 9 x 15 mètres. Il consommait 150 à 200 kW. En 1967, la première calculatrice portable Caltech a été produite par Texas Instruments. Elle utilisait 4 circuits intégrés compacts. En 1980, les calculatrices de poche avaient atteint les formes qu'on connaît encore aujourd'hui avec l'alimentation par batterie et l'utilisation de puces uniques et écrans LCD. Même les calculatrices les plus scientifiques actuelles peuvent être répliquées à l'aide de logiciels. Et les smartphones ont des capacités de calcul intégrées. Les TV. La télévision, en tant que concept, avait été discutée dès 1900. Mais c'est qu'en 1924 que les premiers vrais pas ont été faits. L'ingénieur écossais John Logie Baird a développé un moyen de faire passer un faisceau de lumière à travers un disque en rotation rapide percé de trous. Une image simple pouvait être numérisée, transmise et reconvertie. Les premiers téléviseurs mécaniques des années 20, comme les modèles Bird B et C, ressemblaient à de grandes armoires avec un petit écran, renfermant une technologie de balayage progressif primitive. Les premières adaptations du prototype de Bird étaient mécaniques et non pas numériques, et reposaient sur la numérisation de lignes verticales, atteignant seulement 30 lignes par image. C'est comme si vous passiez cette vidéo sur du 144p, qui scanne 144 lignes par image. Les premiers écrans étaient 5 fois pires, ce qui explique cette terrible qualité. Dans les années 30, les téléviseurs électroniques supérieurs de Marconi EMI sont apparus. Ils étaient équipés de tubes à rayons cathodiques, pouvaient produire 405 lignes numérisées, soit 13,5 fois plus que les téléviseurs de Bird, et se mesuraient en pixels. Des téléviseurs comme ce modèle Admiral 19 à 12 de 1948, 265,95 $, soit plus de 1800 $ actuels, avaient environ 503 x 77 pixels dans chaque image et pouvaient produire 25 images par seconde. Après l'avènement de la télévision couleur dans les années 60, le prochain grand développement a été le remplacement de la technologie à rayons cathodiques par un écran LCD. Les télévisions se sont affinées grâce aux cristaux liquides. Fini la projection d'images en divisant les signaux audio et visuels en rouge, vert et bleu.
La densité de pixels, mesurée en mégapixels par image, soit 1 million de pixels, permet de voir les progrès accomplis. Avec son écran 503,377, le premier téléviseur électronique avait 189 631 pixels par image, soit 5 fois moins de pixels qu'un seul mégapixel. Pour comparer, le téléviseur HD 1080p standard a un écran 1920 x 1080 pixels, soit 2 073 600 pixels par image, ou 2,07 mégapixels. C'est 11 fois plus que dans les années 30. Un téléviseur UHD 4K OLED commence à 3840 x 2160p, ou environ 8,5 mégapixels par image, soit 44 fois son ancêtre. L'impressionnant écran 7680 x 4320 pixels du 8K UHD TV a environ 33,2 mégapixels par image, soit près de 275 fois plus de densité de pixels que ses ancêtres. Qui sait comment on regardera nos séries à l'avenir, mais ce téléviseur LG enroulable semble être le futur. Alors, laquelle de ces évolutions technologiques vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.